Depuis l'instauration de l'Émirat islamique d'Afghanistan en 2021, on entend bien peu parler de la transformation géopolitique autour de l'Afghanistan, et pourtant cette région bouillonne toujours autant. On avait déjà vu dans une vidéo détaillée la stratégie chinoise de conciliation avec les talibans, dans l'objectif double de limiter l'influence djihadiste dans sa province du Xinjiang, voisin de l'Afghanistan, et de se saisir des ressources inexploitées du pays, lithium, cuivre et fer notamment. Les investissements chinois ont cependant été prudents, se limitant à quelques milliards de dollars. Toutes les infrastructures sont à construire et la sécurité des sites implique d'autant plus de moyens. En retour, la Chine fut le premier pays à nommer un ambassadeur à Kaboul. L'Émirat islamique d'Afghanistan ouvrait une première porte vers des investissements internationaux qui serviraient d'exemple auprès des puissances régionales. Des échanges diplomatiques bilatéraux ont cherché à éclaircir les zones d'ombre autour du nouvel émirat, par exemple avec la Russie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, mais aussi l'Azerbaïdjan. Et bien que les talibans demeurent juridiquement une institution terroriste, comme c'est le cas en Russie ou au Kazakhstan, cela n'a pas empêché des discussions informelles. Le premier arrivé sera toujours le premier servi. L'isolement international des talibans afghans devrait s'atténuer dans les années à venir. En février 2024, l'Azerbaïdjan devenait le deuxième pays à ouvrir une ambassade à Kaboul, et outre les opportunités économiques, ces échanges sont aussi motivés par la préoccupation croissante concernant la menace de l'État islamique en Afghanistan, en guerre ouverte avec le nouvel émirat. Vous êtes sur Terra Bellum, et aujourd'hui nous allons parler de l'évolution géopolitique autour de l'Afghanistan, des liens croissants, des enjeux et des limites entre l'Émirat islamique d'Afghanistan et les puissances régionales. La géopolitique est en ébullition et la Troisième Guerre mondiale est à la mode. Alors, pour se détendre, pourquoi ne pas faire une partie de Conflict of Nations? Conflict of Nations, c'est un jeu de stratégie en temps réel qui est accessible gratuitement sur PC et smartphone. Choisissez un scénario et une puissance et dirigez-la dans un contexte de Troisième Guerre mondiale. Déployez vos unités sur Terre, dans les airs ou sur la mer, développez vos technologies, construisez vos bâtiments dans des parties pouvant accueillir jusqu'à 128 joueurs et s'étendre sur plusieurs jours. La force de Conflict of Nations, c'est que le jeu vous offre une grande liberté. Déclarer la guerre, forger des alliances, opter pour une stratégie offensive ou défensive. Conflict of Nations a une rejouabilité infinie qui s'axe sur la stratégie à long terme et qui exige de communiquer entre les joueurs. Conflict of Nations est disponible sur PC ou smartphone. Pour commencer le jeu et obtenir 13 000 gold ainsi qu'un mois de contenu premium, cliquez sur le lien en description. L'offre ne sera valable que pendant 30 jours. Les préoccupations du développement terroriste, l'instabilité relative de l'Afghanistan et les opportunités économiques. Ce sont les trois points qui entraînent un engagement des puissances régionales avec les talibans afghans. Le régime religieux intransigeant de l'émirat, dirigé par le chef suprême Haibatullah Akhundzada, et les liens continus avec d'autres groupes djihadistes plafonnent le niveau d'engagement des puissances étrangères et dissuadent de nombreux pays de reconnaître officiellement l'émirat islamique d'Afghanistan. Les puissances adjacentes ont deux options. D'abord, le cloisonnement de l'Afghanistan, qui n'est pas tant contre les talibans, mais plutôt contre le foyer djihadiste que représente l'Afghanistan. Souvenez-vous de notre vidéo sur l'effondrement du Pakistan. On évoquait les craintes de l'Iran et de l'Inde vis-à-vis des groupes djihadistes sunnites qui exacerbent le séparatisme dans les régions sunnites et du tribalisme afghan qui réduit considérablement la construction d'un dialogue viable puisque l'autorité talibane est de fait fragilisée. Mais la deuxième option, c'est celle de l'ouverture au dialogue pour ne pas mettre l'émirat islamique dos au mur, ce qui favoriserait les courants les plus radicaux. L'objectif est ici d'ouvrir des portes avec le pouvoir à Kaboul et nouer des relations croissantes avec pour socle les échanges, les investissements étrangers et la lutte contre les groupes djihadistes. Un exemple concret, le 28 mai 2024, l'envoyé spécial du président russe pour l'Afghanistan avait par exemple déclaré que les talibans afghans pourraient être retirés de la liste des organisations terroristes désignées par la Russie. Cette décision intervenait quelques jours après que le chef du FSB avait explicitement reconnu que l'État islamique de la province du Khorasan, ISKP, basé en Afghanistan, était responsable de l'attaque terroriste du 22 mars au centre commercial Crocus, près de Moscou. Depuis l'attaque terroriste, la Russie avait ainsi évité toute action contre l'Afghanistan et avait même plutôt cherché à renforcer la coopération avec les talibans afghans qui combattent depuis longtemps l'ISKP. L'Iran a aussi été victime d'un double attentat à la bombe le 3 janvier 2024 qui visait une cérémonie commémorative dans la ville orientale de Kerman. Cette attaque était la plus meurtrière que l'Iran ait connue depuis des décennies.
et a ensuite été revendiquée par l'État islamique. Le ministère iranien du renseignement a même confirmé que l'un des auteurs avait été formé en Afghanistan. En réponse, l'Iran n'a pas frappé l'Afghanistan, mais des cibles liées à des organisations terroristes en Syrie et en Irak. Puis, le 16 janvier, l'Iran a également tiré des missiles sur un groupe djihadiste baloutche au Pakistan qui avait revendiqué la responsabilité d'attaques antérieures en Iran. Si le sujet vous intéresse, je vous redirige vers notre vidéo sur le Pakistan. Contrairement à la Russie, l'Iran est directement adjacent à l'Afghanistan. Elle a donc continué à expulser les migrants afghans, commencé à construire un mur pour tenter de sceller sa frontière orientale, mais en discutant de coopération antiterroriste avec les talibans. Cette politique se retrouve également avec l'Ouzbékistan ou le Kazakhstan. La plupart des pays de la région évitent ou limitent les actions interventionnistes contre l'Afghanistan depuis la prise du pouvoir des talibans, et seul le Pakistan, on y a dédié une vidéo entière, est jusque-là véritablement une exception. Mais cela va au-delà des talibans. L'Afghanistan n'a jamais reconnu la frontière imposée par le Raj britannique au XIXe siècle, et le Pakistan subit une forte augmentation d'attaques des groupes djihadistes basés en Afghanistan qui sème le trouble dans les régions rongées par le séparatisme pachtoun ou baloutche, ce qui a par exemple conduit à des frappes aériennes en Afghanistan en mars 2024 ou en avril 2022, ainsi que divers assassinats ciblés ou opérations spéciales. L'Afghanistan, en tant qu'État, a la chance ou la malchance d'être un point pivot au cœur du continent asiatique. C'est cet emplacement qui conduit la plupart des pays de la région à adopter une politique réaliste. L'Afghanistan est là depuis des siècles et il faut faire avec. L'objectif est de démontrer une volonté de s'engager avec les talibans, ou du moins de ne pas rejeter le groupe. Tout simplement car cela est perçu comme le moyen le moins coûteux et surtout le plus efficace de poursuivre à la fois les intérêts stratégiques de chaque État tout en résolvant les préoccupations sécuritaires, notamment vis-à-vis de l'ISKP. Cette vision de la géopolitique régionale tranche avec celle de l'ONU ou de l'Occident, qui ont décidé d'isoler véritablement l'Émirat islamique d'Afghanistan depuis 2021, dans le but de le contraindre à modérer sa politique religieuse interne et décourager son soutien aux islamistes. Mais il y a des subtilités. Les médias ont rapporté en février 2024 que le département d'État américain avait approuvé, en octobre 2023, un document pour l'Afghanistan. Je cite « Nous devons établir des relations fonctionnelles qui font progresser nos objectifs et approfondissent notre compréhension de l'état de préparation et de la capacité des talibans à respecter leurs engagements envers nous. » Cette citation extraite du document semble suggérer que Washington délibère à long terme sur un engagement plus important avec les talibans et pourrait même, si on spécule, envisager la réouverture d'un consulat à Kaboul. La Chine a elle continué à renforcer son engagement et ses relations solides avec les talibans afghans ces derniers mois, tout en évitant de reconnaître officiellement l'émirat diplomatiquement. Outre les ressources, la Chine a demandé aux talibans afghans de s'engager pour empêcher les militants ouïghours d'opérer en Afghanistan. Un échange donc de bons procédés. En effet, début 2024, la Chine est devenue le premier pays à accepter officiellement un envoyé taliban afghan. Elle a également invité des responsables talibans à participer à son forum de l'initiative de la Nouvelle Route de la Soie en octobre 2023, une reconnaissance donc informelle de l'émirat. Il y a aussi les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, à majorité musulmane et dont les pouvoirs sont particulièrement méfiants vis-à-vis des mouvements islamistes. Néanmoins, l'année dernière, le Tadjikistan, connu pour son opposition historiquement forte aux talibans, a permis aux responsables talibans de prendre de manière informelle, là encore, le contrôle du consulat afghan dans la ville frontalière tadjik de Korog. Pour autant, le Tadjikistan continue aussi de soutenir, ou du moins de fournir un refuge aux personnalités politiques et aux chefs de la résistance anti-taliban. Par exemple, en novembre 2023, le pays organisait le 11e dialogue sur la sécurité d'Herat dans sa capitale, Dushanbe. L'Ouzbékistan, adjacent et préoccupé par la menace djihadiste, ne reconnaît pourtant pas les talibans comme mouvement terroriste. Il négocie au contraire avec les autorités. Le pays exporte notamment de l'électricité vers l'Afghanistan. 50 à 80% de l'électricité importée en Afghanistan proviendrait de l'Ouzbékistan.
Le Kazakhstan enfin, puissance majeure d'Asie centrale, exerce aussi en ce sens. Il justifie sa démarche comme humanitaire. Le pays est un important fournisseur de farine et de céréales à destination de l'Afghanistan. Le marché afghan consommerait plus de la moitié des exportations de farine kazakh et plus de 10% des exportations de céréales kazakh. Enfin, le Turkménistan, État totalitaire, isolationniste, partage 744 km de frontière avec l'Afghanistan. Il a maintenu son ambassade à Kaboul sans pour autant jouer un rôle significatif dans le processus géopolitique en cours, bien que le projet de gazoduc Tapi demeure encore à l'état de projet à ce jour. Et en Afghanistan, l'engagement croissant de la communauté internationale, ou plutôt régionale vis-à-vis des talibans, renforce et légitime le pouvoir du chef suprême, autant auprès de la population que des chefs de tribus. La stabilité régionale, vous le comprenez, se fera au prix de la charia pour les Afghans. Mais revenons aux États-Unis. En avril 2023, un haut responsable américain de la défense avait déclaré cyniquement au Washington Post, je cite, « Je ne voudrais jamais dire que nous avions hypothéqué notre contre-terrorisme à un groupe comme les talibans, mais c'est un fait que, sur le plan opérationnel, ils ont fait pression sur l'ISKP. Dans un monde étrange, nous avons des objectifs mutuellement bénéfiques là-bas. » L'ISKP, que cite ce responsable américain, est une émanation de l'État islamique en Afghanistan et au Pakistan, d'où son nom de Khorasan, faisant référence à une région historique considérée comme une menace sérieuse pour la stabilité en Afghanistan et dans la région. De nombreux pays craignent les attaques terroristes du groupe. Les talibans sont donc considérés comme un moindre mal, ou en tout cas un mal nécessaire pour contrer ce groupe. Talibans et ISKP sont rivaux pour plusieurs raisons. Une idéologie divergente tout d'abord, tous deux sont des groupes islamistes radicaux, mais les talibans et l'ISKP ont des idéologies et des objectifs qui les opposent. L'ISKP est une émanation de l'État islamique et il prône donc un djihad mondial. Les talibans, eux, sont davantage un mouvement islamiste nationaliste afghan dont l'assise géographique se limite à l'Afghanistan et aux régions frontalières du Pakistan. C'est aussi une question de lutte de pouvoir. Depuis 2015, l'ISKP et les talibans s'affrontent violemment, principalement dans l'est de l'Afghanistan pour le contrôle des zones rurales et des villes lors d'affrontements meurtriers. Il y a aussi des problèmes pour la stabilité et le commerce qui les opposent. L'ISKP mène régulièrement des attentats meurtriers en Afghanistan, à Kaboul même, un frein à la stabilité que les talibans tentent d'imposer. En décembre 2022 par exemple, l'ISKP avait attaqué un hôtel à Kaboul qui était populaire auprès des hommes d'affaires chinois et avait considérablement détérioré le désir des investisseurs chinois. Il y a aussi des problèmes diplomatiques. L'ISKP cherche à recruter notamment chez les centra-asiatiques comme les Tadjiks, ce qui alimente les craintes des pays voisins et leur hostilité avec l'Afghanistan et donc de fait les talibans. Talibans et ISKP ont toutes les raisons du monde de s'affronter et de se mettre les uns sur les autres. Le propre de l'ISKP, c'est aussi d'avoir une structure cellulaire difficile à démanteler. Les talibans ont mis environ 2 ans après leur prise de pouvoir pour commencer seulement à perturber significativement les activités de l'ISKP en 2023. Les inquiétudes croissantes concernant la menace de l'ISKP en Afghanistan et les risques pour la stabilité que cela représente conduit de nombreux pays à s'engager avec les talibans et notamment les puissances régionales qui considèrent pour le moment que les talibans arrivent à apporter une stabilité malgré leur idéologie. Cette stabilité pour le pouvoir taliban est aussi nécessaire de leur côté pour poursuivre la normalisation en cours et obtenir des investissements étrangers dont dépend ensuite également la réussite ou non de la politique interne vis-à-vis des chefs de tribu. Mais de nombreux pays sont aussi méfiants des conséquences de cette normalisation des relations. Le Tadjikistan et l'Ouzbékistan craignent qu'un émirat islamique à leur porte ne galvanise les mouvements les plus radicaux chez eux. D'autres pays cependant restent profondément intéressés par les ressources minérales largement inexploitées de l'Afghanistan. Lithium, cuivre, fer, charbon, cobalt. Il y a aussi le projet de gazoduc Tapi, Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Inde. Plus que jamais, le grand jeu géopolitique en Afghanistan se veut pragmatique et donc impitoyable. Comme un homme d'affaires chinois à Kaboul le déclarait, si la sécurité est bonne, les investissements seront bons. Si la sécurité est moyenne, les investissements seront moyens. Si la sécurité est mauvaise, les investissements seront mauvais.
J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre les changements et les enjeux géopolitiques dans la région, ainsi que les évolutions depuis la prise de Kaboul en 2021. Je vous rappelle les gestes simples: aimez, commentez, partagez cette vidéo, c'est très important pour soutenir notre chaîne sur YouTube et c'est gratuit. On peut remercier le jeu de stratégie Conflict of Nations, puisque celle-là c'est une belle de communauté. Et merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour commencer le jeu et obtenir 13 000 gold et un mois de compte du premium, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description et en commentaire. Merci à tous pour votre fidélité. Pour continuer l'aventure, n'oubliez pas d'aller voir les liens en description et à la prochaine.